IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Se voir au-delà du miroir avec José Leroy et Émilie de Sartige. José Leroy est diplômé d'une grande école d'ingénieurs et agrégé de philosophie. Après avoir pratiqué la méditation zen à Paris avec des disciples de Deshimaru, il rencontre en 1993 le philosophe et mystique anglais Douglas Harding et devient un de ses collaborateurs et amis. Il anime en France, en Europe, des ateliers sur la méditation et l'éveil spirituel. Il est aujourd'hui professeur de philosophie et l'auteur d'une dizaine de livres, dont S'éveiller à la vacuité, l'audace de voir sa vraie nature avec la vision sans tête en 2007, Le saut dans le vide, de la philosophie à la mystique en 2011, repris sous le titre S'éveiller à soi-même avec les grands maîtres d'Orient et d'Occident chez Pocket en 2018, mais aussi Petit traité de la connaissance de soi en 2013 et plus récemment, Voir son visage originel, quel était ton visage avant la naissance de tes parents en 2016. Quel était ton visage avant la naissance de tes parents? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Et que signifie donc de voir son visage originel? José Leroy présente l'origine et la signification de ce koan et un exercice d'éveil issu de l'enseignement de Douglas Harding. En vérité, je vous ai mis deux petits exercices d'éveil issus de l'enseignement de Douglas Harding, où il est montré comment distinguer son apparence et son essence grâce à un miroir. Si vous avez quelques difficultés à pratiquer ces exercices, rendez-vous sur sa chaîne YouTube, où vous verrez comment il pratique. Ensuite, Émilie de Sartige, infirmière et naturopathe de formation, qui se passionne pour les solutions de santé non agressives, la liberté de choix et la recherche alternative en santé et en sciences. Elle dit que notre corps n'est pas un champ de bataille. Nous la retrouverons pour une vidéo YouTube aussi. La technique du miroir d'Émilie de Sartige, S-A-R-T-I-G-E-S. Munissez-vous d'un miroir pour deux exercices dans cette émission. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui me semble très important dans la pratique spirituelle, dans le chemin vers l'éveil, et qui est le thème du visage originel. Alors j'ai écrit un livre sur le visage originel il y a quelques années, voilà, qui s'appelait Voir son visage originel. Quel était ton visage avant la naissance de tes parents? Et je voudrais vous expliquer pourquoi ce thème du visage originel est si important et en quoi il peut nous aider, ce visage originel, pour découvrir notre vraie nature. Alors déjà, moi j'ai entendu parler du visage originel pour la première fois grâce à Douglas Harding qui m'en avait parlé dans un atelier. En fait, le visage originel, il a été développé pour la première fois par un maître chinois qui s'appelait Huineng, qui est le 6e patriarche du Zen, dans un texte très très connu qui s'appelle le Sutra de l'Estrade. Et donc le thème du visage originel est absolument essentiel dans le bouddhisme zen, mais plus largement dans le bouddhisme japonais et même dans le bouddhisme tibétain. Mais le thème du visage originel, c'est quelque chose qu'on retrouve, j'ai essayé de le montrer dans mon livre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le soufisme, dans l'hindouisme, et même dans le christianisme dans une moindre mesure, et dans le taoïsme aussi. Donc, en quoi le visage originel est donc si important pour notre pratique, de mon point de vue? Alors, donc, Huineng est un maître chinois du 7e siècle, qui est né au milieu du 7e siècle et mort en 713, et il raconte son histoire, il raconte sa vie dans ce livre, le Sutra de l'Estrade. Et c'est là que, en effet, il nous parle du visage originel pour la première fois. Et ce visage originel, cette expression sera reprise ensuite comme un koan dans le bouddhisme zen, chinois puis japonais. Un koan étant
en fait une phrase ou une petite histoire censée provoquer l'illumination chez les disciples. Et le koan du visage originel, c'est quel était ton visage avant la naissance de tes parents. Enfin, ça c'est une des formulations. Je vais vous expliquer maintenant d'où ça vient. Alors, Huineng, avant d'être le 6e patriarche du Zen, est un jeune homme, un adolescent du sud de la Chine, qui est pauvre et qui est orphelin. Son père est mort et il reste lui et sa mère. Il est illettré, ça c'est quelque chose d'important à souligner, donc il ne sait ni lire ni écrire, il ne connaît rien au bouddhisme, et il essaye tant bien que mal de faire vivre sa famille, donc sa mère et lui-même, et notamment en allant vendre du bois au marché. Et c'est en allant vendre du bois au marché qu'il entend un jour quelqu'un chanter un sutra du Bouddha, qui est le sutra du diamant. Et dans ce sutra, eh bien, il est dit que voilà, les bodhisattvas, grands êtres, devraient cultiver un esprit libre de toute fixation. Ils devraient cultiver un esprit qui ne se fige sur rien. Ils devraient cultiver un esprit qui ne s'appuie sur aucune forme. Et en entendant ce sutra chanter, Huineng a une prise de conscience, peut-être déjà une certaine illumination, en tout cas naît chez lui un intérêt puissant pour ce texte, lui qui ne connaît rien au bouddhisme, et donc il s'approche de la personne qui est en train de chanter, lui demande d'où vient ce texte. Alors la personne lui explique que le texte vient d'abord que c'est un sutra du Bouddha et qu'il a entendu parler de ce texte dans le monastère du 5e patriarche qui s'appelait à l'époque Hongren et qui se situe à 30 jours de marche dans la Chine vers le nord. Et bien Huineng décide de se rendre auprès de ce monastère. Il veut absolument avoir un enseignement en lien avec ce sutra. Et alors il s'arrange pour que sa mère ait de quoi vivre pendant ce temps, et il remonte vers le nord, il fait 30 jours de marche pour arriver à ce monastère. Enfin, il y arrive, et il frappe à la porte. Alors le texte dit, alors est-ce que c'est un texte légendaire, ou est-ce que c'est un texte vrai, on ne sait pas, mais en tout cas le texte dit que c'est le 5e patriarche lui-même qui ouvre la porte, Hongren, mais il ne fut pas très amical, puisqu'il lui dit ceci, donc en s'adressant à Huineng, vous, un gars de l'extrême sud, autant dire un macaque, comment pourriez-vous devenir Bouddha? Donc un macaque, en tout cas un plouc, quoi, c'est ça, tu vois là, le sud de la Chine était considéré comme un endroit peu cultivé, et donc les gens qui viennent de là sont plutôt des ploucs. Donc toi qui es un plouc, un macaque, comment peux-tu espérer recevoir l'enseignement du Bouddha? Et voici la réponse de Huineng. Nord et sud, dit Huineng, c'est bon pour les hommes, mais pas pour la bouddhéité. Mon apparence de macaque ne vaut certainement pas votre apparence d'abbé, et pourtant, en quoi sommes-nous différents dans notre bouddhéité? Donc c'est une formidable réponse, parce que Huineng dit effectivement, vous avez l'air d'un abbé et moi j'ai l'air d'un macaque, d'un plouc, mais au fond de nous, nous avons la même nature de Bouddha, et nous sommes un. Donc là, frappé par les paroles, Hongren aurait voulu continuer l'enseignement avec Huineng, mais il y a des moines qui approchent, qui sont là, et donc Hongren charge Huineng d'aller dans les cuisines et de piler le riz. Donc Huineng n'a même pas le droit d'aller méditer avec les autres moines dans le dojo, parce qu'il est illettré, parce que voilà, il est inculte, et donc il doit rester à piler le riz toute la journée, j'allais dire toute la sainte journée, pendant un mois. Bon. Alors, l'histoire prend un tour nouveau quand, justement, au bout d'un mois, Hongren, le 5e patriarche, lance une sorte de concours parce qu'il se fait vieux et qu'il faut trouver le 6e patriarche. Voilà. Donc, il dit ceci à ses moines qui sont réunis, voilà, j'ai besoin d'un successeur, donc eh bien que chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui veulent la succession, écrivent un texte, et je verrai, en lisant le texte, qui est digne d'avoir le dharma du Bouddha, c'est-à-dire la robe du Bouddha et le bol du Bouddha. Bon. Alors tout le monde se dit, c'est pas la peine de concourir, puisque le moine le plus âgé, qui s'appelle Shen Xiu,
Shen Xiu sera certainement désigné pour la succession, parce que voilà, c'est celui qui pratique la méditation depuis longtemps, donc c'est même pas la peine de concourir. Voilà. Bon, mais Shen Xiu, lui, est pas sûr d'avoir l'illumination de Bouddha, donc il est pas très sûr de lui. Alors, un peu en cachette, il écrit un texte sur la paroi du corridor qui conduit au dojo, et il écrit ceci: « Ce corps est l'arbre Bodhi, ce cœur est comme un miroir brillant, sans cesse nous les époustons et essuyons, afin de ne pas y laisser s'attacher la poussière. » Vous voyez le texte, notre cœur est un miroir, mais le miroir a plein de poussière, donc il faut frotter pour atteindre la pureté. Donc c'est l'idée que par la méditation, nous allons peu à peu atteindre la sagesse et atteindre la perfection. Alors, quand le soir même, Hongren se rend au dojo, il voit ce texte, demande qui en est l'auteur. Moi, il lui dit que c'est Shen Xiu. Et il dit à Shen Xiu, eh bien, écoute, cette stance montre que tu n'as pas encore atteint l'illumination, donc il faut que tu réessayes encore et encore. Mais par contre, il dit ça au moine, eh bien, si vous psalmodiez cette stance, très certainement, eh bien, vous en retirerez du bénéfice. Donc les moines se mettent à chanter cette stance dans le monastère. Et cette stance arrive aux oreilles de Huineng, qui est, souvenez-vous, toujours dans la cuisine en train de piler le riz. Et donc il demande, qu'est-ce que c'est que cette stance? Et on lui explique la stance, on lui explique le concours, on lui explique la succession du 5e patriarche. Et Huineng dit aux moines qui sont là que lui aussi aimerait concourir. Tout le monde est surpris comment un inculte du sud de la Chine pourrait concourir, mais il a le droit puisqu'il est dans le monastère. Et donc, il ne sait pas écrire, alors il demande à un moine d'écrire cela sur le dojo, sur le mur du dojo. Voici ce qu'il écrit: « Il n'y a pas d'arbre d'illumination, ni cadre de miroir brillant, puisqu'intrinsèquement tout est vide, où la poussière pourrait-elle s'attacher ?» Donc vous voyez, cette stance est bien plus profonde que la précédente, puisqu'ici il nous dit que tout est vide, donc la poussière n'a aucun endroit où se déposer. Et quand le soir, Hongren découvre cette stance, il demande qui a écrit cette stance, on lui dit que c'est Huineng, eh bien, il efface cette stance et il n'en parle pas. Mais il reconnaît intérieurement que celui qui a écrit ça a atteint l'éveil du Bouddha. Alors on lui apprend que c'est Huineng, et le soir venu, il demande à Huineng de venir dans sa chambre, et il lui dit, voilà, c'est toi maintenant mon successeur, tu es le 6e patriarche, c'est toi qui as le dharma du Bouddha, le bol et la robe, c'est à toi. Tu es éveillé, tu vois ta vraie nature, c'est sûr et certain. Et maintenant, il faut que tu partes. Il faut que tu partes parce que quand les moines vont entendre que c'est toi qui es le 6e patriarche, ils ne vont pas du tout être contents. Ils vont t'en vouloir, ils vont sûrement te vouloir du mal, donc il faut que tu partes. Et alors, Hongren demande à Huineng de partir vers le sud, ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il restera 15 ans dans le sud. Et donc, Huineng part immédiatement sur les coups de minuit. Il fuit le dojo, il fuit le monastère, il fuit les moines qui sûrement vont être en colère contre lui. Et c'est ce qui se passe, puisque le matin, une bande de moines se lance à sa poursuite quand ils apprennent que le 5e patriarche a donné la transmission au 6e patriarche, enfin, donc à ce bougeux, à ce plouc qui venait du sud. Voilà. Et donc, il s'ensuit une poursuite qui dure un certain temps. Bon, peu à peu, les moines qui se sont lancés à la poursuite de Huineng renoncent, sauf un qui était un ancien général qui s'appelle Ming, qui était général dans la vie laïque. Et là, en fait, Huineng en a assez de fuir ce moine Ming, et donc il l'attend, Ming, en méditation. Et c'est là que le koan va intervenir, parce que Ming arrive, voit le Huineng en méditation, il est furieux, il est en colère contre lui, et Huineng lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la vérité, ou est-ce que tu veux le bol et la robe du Bouddha? Si c'est le bol et la robe du Bouddha que tu veux, vas-y, prends-les, ils sont là, ils sont à toi, tu peux les prendre. Mais si c'est la vérité que tu veux, alors il faut que tu écoutes mon enseignement. Et là, Ming est frappé par ces paroles, et se jette aux pieds de Huineng et dit, oui, maître, enseignez-moi, ce que je veux vraiment, c'est la vérité. Alors, Huineng lui dit ceci, d'abord il dit, va te calmer un petit peu, et puis reviens après. Et donc, il dit ceci ensuite au moine Ming, quand tu ne penses ni au bien ni au mal,
en cet instant précis, quel est ton visage originel? Quand tu ne penses ni au bien ni au mal, en cet instant précis, quel est ton visage originel? Et soudainement, avec cette simple instruction, le moine découvre sa vraie nature. Alors il demande à Wineng, mais enfin, et le reste de l'enseignement, et tous ces sutras du Bouddha, que disent-ils en plus? Qu'est-ce que je dois connaître encore? Et Wineng lui dit, non, je t'ai tout donné, il n'y a rien d'autre, tout est là. Il dit ceci, ce que je puis vous dire n'est pas ésotérique, si tu tournes ta lumière vers l'intérieur, tu découvriras en toi-même ce qui est ésotérique. Donc voilà, il nous invite à retourner la lumière de notre conscience vers l'intérieur pour découvrir notre visage originel. Voilà, et donc c'est à partir de ce texte que cette histoire va devenir très célèbre dans l'histoire du Zen et va devenir un koan très important qui sera d'ailleurs qui appartient à une liste de koan, une liste qu'on trouve dans le Porte sans Porte, que j'ai fait éditer d'ailleurs chez Almora. Mais c'est sans doute le koan le plus important. Un maître zen japonais qui s'appelait Kokushi du XIVe siècle disait ceci, il disait qu'il y a 1700 koans, il dit aussi les 1700 koans auxquels les adeptes du zen doivent se dévouer n'ont qu'un seul but, les amener à voir leur visage originel. Le Bouddha est resté 6 ans assis dans les montagnes enneigées, puis il a vu l'étoile du matin et a été illuminé. Cela signifie qu'il a vu son visage originel. Lorsqu'on dit des anciens qu'ils ont connu une grande réalisation ou une grande percée, cela signifie qu'ils ont vu leur visage originel. Donc vous voyez qu'ici, Kokushi nous dit que l'éveil, c'est voir son visage originel, ce n'est rien d'autre que voir son visage originel, et le Bouddha s'est éveillé en découvrant son visage originel. Voilà. Et le koan, comme je l'ai dit, est entré dans ce livre célèbre, Le Passe sans porte, qui a une histoire aussi, une histoire intéressante. Le Passe sans porte est un texte plus ancien, il date du XIIIe siècle. Il a été publié en Chine en 1229, Le Passe sans porte. Et l'auteur était un moine qui s'appelait Mumon en japonais. Voilà. Et la première édition du texte Passe sans porte au Japon date de 1632. Voilà, et le numéro du visage originel, du koan du visage originel, c'est le numéro 23. Et donc dans ce livre Le Passe sans porte, le koan est présenté avec cette histoire que je viens de vous raconter de Wineng qui se fait pourchasser par Ming et qui lui transmet cet enseignement exceptionnel qui est de voir son visage originel. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le visage originel. Alors, en tout cas, quand j'ai entendu cette histoire de la bouche de Douglas Harding, j'étais vraiment profondément ému parce que, au fond, Douglas Harding rattachait l'enseignement qu'il proposait à une tradition très ancienne, plus ancienne que 1000 ans en fait, et qui était liée au visage originel. Alors ce qui est intéressant avec Douglas, c'est que Douglas propose une pratique pour découvrir le visage originel. Et c'est cette pratique que je vais partager avec vous dans un instant, parce que rien n'est plus simple en fait que de découvrir son visage originel. Alors pourquoi le visage originel? Parce qu'au fond on a deux visages. On a un visage acquis, hein, c'est celui qu'on voit dans le miroir, ou c'est celui qu'on peut voir de soi par exemple, sur un écran. Là, oui, je vois mon visage acquis. Là, vous voyez mon visage acquis. Et si vous voulez voir votre visage acquis, ben, vous regardez dans un miroir. Ce visage acquis, eh bien, on le connaît bien, hein, c'est celui qui a sur la pièce d'identité. Et il a beaucoup changé au cours du temps. Hein. Il a eu 3 ans, il a eu 5 ans, il a eu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peut-être 80, 90 ans, peut-être. Donc c'est un visage qui change tout le temps, qui est dans le temps, qui vieillit constamment, puis qui un jour va disparaître. Hein. Le visage acquis, il est apparu un jour, et puis il atteint un mûrissement, une maturation, et puis il va disparaître. Le visage originel, évidemment, c'est ce qui ne change pas, c'est ce qui est toujours là, et qui observe le monde. C'est ce à partir de quoi nous regardons ce visage originel. Alors, je vais vous proposer une pratique toute simple pour découvrir ce visage originel et découvrir l'éveil même du Bouddha. Ben voilà un petit exercice que je voudrais faire avec vous à partir d'un miroir. Les miroirs sont très importants dans notre vie parce qu'on les regarde pour voir à quoi on ressemble. On les regarde pour voir de quoi on a l'air.
Et finalement, on finit par s'identifier à ce qu'on voit dans le miroir, c'est-à-dire ce visage. Mais est-ce que je suis vraiment ce visage? Est-ce que ce que je vois dans le miroir là-bas, c'est vraiment moi? Se pourrait-il que ce visage, en fait, ne dise pas qui je suis, mais qui je ne suis pas? Alors, cet exercice est inspiré, comme beaucoup d'autres, des enseignements de Douglas Harding, le philosophe anglais. Douglas Harding disait souvent « Je ne suis pas ici ce que je parais être là-bas », c'est-à-dire « Je ne suis pas au centre ce que je parais être là-bas, dans le miroir ». Et c'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui. Alors en effet, comme je l'ai dit, nous nous identifions très facilement à ce que nous voyons dans le miroir. Alors les petits-enfants, les tout-petits-enfants, les bébés ne commettent pas cette erreur. Les bébés ne s'identifient pas encore à leur image dans le miroir. Vous voyez jamais un petit bébé de 6 mois se regarder dans le miroir en disant « Waouh, mes parents ont de la chance, comme je suis un beau bébé ». Non, ça n'arrive pas. L'identification au miroir, elle vient après un certain nombre d'années. Peu à peu, vers 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu à peu, le bébé finit par s'identifier à son image dans le miroir. C'est d'ailleurs une étape qui est très étudiée par les psychologues, notamment par Jean Piaget. Alors donc au bout d'un moment, eh bien, nous devenons complètement identifiés à cette image que nous voyons dans le miroir, qui n'est pourtant qu'une apparence. Au point que quand nous voyons ce visage, nous disons bah, « c'est moi ». Ah oui, c'est moi, là-bas c'est moi. Oh là là, j'ai pas bonne mine ce matin, je suis un peu fatigué, ou voilà, de quoi j'ai l'air ce matin. Donc l'identification au miroir est très, très, très profonde en fait, elle est même inconsciente. Je n'ai même pas besoin de voir le miroir pour savoir, en tout cas pour croire que je suis ce visage. Même quand il n'est pas là, même quand il n'y a pas de miroir, je remplace ce miroir par une sorte de miroir fictif ou par le regard des autres. Parce que c'est vrai que c'est comme ça que les autres me voient à peu près à 1 mètre de distance. Donc la question qui est la nôtre, c'est celle-ci. Est-ce que ce que je vois là-bas, est-ce que c'est moi? Eh bien, j'espère que ça n'est pas moi, en réalité, parce que quand je regarde ce visage, je me dis « Waouh, il a pris un sacré coup de vieux ». Parce que là, maintenant, on voit qu'il a des rides, il a des cheveux blancs. Chaque jour le rapproche davantage de la mort. Sans être pessimiste, c'est la vérité. Donc j'espère que je ne suis pas ce visage. Parce que si je suis ce visage, ma foi, je suis vraiment foutu. Puisque chaque jour le rapproche davantage de sa fin. C'est une denrée périssable, comme disait avec humour Douglas, c'est une denrée périssable. Donc, qu'est-ce qui peut me laisser penser qu'en fait, je ne suis pas, par chance, ce visage? Eh bien, premièrement, vous voyez, comme j'ai dit, que ce visage porte les traces du temps. Donc il a beaucoup changé. Il était très différent quand il avait 20 ans, quand il avait 10 ans, quand il avait 5 ans. Il était très différent. Donc il n'a pas cessé de changer, ce visage, au cours des années. Et il change presque tous les jours. Mais est-ce que nous n'avons pas l'intuition que de ce côté-là du regard, de ce à partir de quoi nous voyons, est-ce que nous n'avons pas l'intuition que ici, eh bien, ce à partir de quoi je vois, ce à partir de quoi nous voyons, est immuable? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui n'a finalement jamais changé? C'est pour ça qu'on peut avoir une relation d'étrangeté avec ce visage. Parfois, d'ailleurs, quand on est dans un magasin et qu'on voit notre visage dans un miroir, alors qu'on ne s'y attend pas, on peut être surpris. Qui donc est-ce ce monsieur ou cette dame qui me regarde? C'est mon apparence. Donc ça a beaucoup changé. Donc là-bas, ça a beaucoup changé, et ici, ça semble être immuable. Le regard qui regarde ce visage, il a toujours été le même. Ici, je ne vois pas de traces temporelles, ici, je ne vois pas de rides temporelles. Donc ça, c'est quand même la première différence entre l'apparence et ce qu'on pourrait appeler l'essence. Deuxième différence aussi, c'est que, vous voyez, ce visage, il est quand même très petit. Il fait quelques centimètres. Vous voyez, je le mesure à peu près ici. Bon, il fait 10 cm sur 4. C'est petit, quoi. C'est comme une petite noix de coco. C'est pas très grand.
Alors comment est-ce que je fais pour tenir là-dedans, dans cette boîte toute petite, dans cette boule toute petite? Là-bas c'est petit, mais regardez ce à partir de quoi le visage est vu. Ça c'est grand, n'est-ce pas? Est-ce que nous n'avons pas l'intuition que ce à partir de quoi nous voyons cet objet est beaucoup plus grand que cette petite boîte? Nous avons l'intuition quand même qu'il y a en nous quelque chose de bien plus vaste que ce visage. Et il est clair que si nous nous identifions complètement à ce visage, eh bien nous nous sentons enfermés, c'est sûr, parce que c'est tout petit. Nous nous sentons chosifiés, nous nous sentons prisonniers peut-être d'une boîte, d'une apparence. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Sartre qui disait « l'enfer c'est les autres ». Et il disait « l'enfer c'est les autres », c'est dans une pièce, hein, c'est dans huis clos. Il disait « l'enfer c'est les autres parce que l'autre qui me voit me chosifie ». C'est vrai que sous le regard de l'autre, ben, je deviens cette petite boule, cette petite tête, et je suis ainsi complètement chosifié, réifié. Donc, ça c'est le deuxième point, c'est tout petit. Troisième point aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce visage, ben, il est à une certaine distance du centre. Là, il est à peu près à 50 cm. Vous voyez, il n'est pas au centre, il est à la périphérie. Et c'est toujours là qu'on le rencontre, ce visage. On le rencontre dans les miroirs, sur des photos, sur des flaques d'eau, parfois dans le regard des autres. Mais c'est toujours à distance, c'est toujours finalement à la périphérie, jamais au centre. Nous, nous sommes là. Notre apparence est là-bas. Et donc, qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Eh bien, c'est comme si nous prenions cette apparence qui est là-bas à la périphérie et comme si on la ramenait au centre, vous voyez, pour s'enfermer dans ce visage. Donc ça, c'est le troisième point. Vous voyez, c'est très important. Ce visage est à distance. Alors que nous, nous sommes au centre. Vers là. Et puis, quatrième différence aussi de taille, c'est que ce visage, vous voyez, d'une certaine façon, il tourne le dos au monde. Il regarde toujours dans votre direction. Il semble fasciné d'ailleurs par qui vous êtes vraiment. Il vous lorgne, il vous regarde. Donc, ce visage, il est exclusif. Vous voyez qu'il occupe une petite partie du monde et il dit non au reste. Vous voyez, il est plein de lui-même, mais il n'accueille pas le reste du monde. Il tourne le dos au monde. On voit bien d'ailleurs le monde derrière. Alors que vous, de votre côté ici, vous êtes au contraire ouverture pour le monde. Vous l'accueillez complètement. Vous lui dites oui. Vous n'êtes pas exclusif comme lui. Vous êtes inclusif. Vous voyez? Donc, il y a au moins quatre grandes différences entre votre apparence et ce que vous êtes vraiment. Lui, il est dans le temps. Ici, c'est immuable. Là-bas, c'est tout petit. Ici, c'est très grand. Là-bas, il est à distance. Ici, c'est au centre. Et puis, là-bas aussi, il tourne le dos au monde. Et vous, vous accueillez le monde. Vous êtes un espace d'accueil pour le monde. Et donc, en effet, quelle est peut-être notre distraction? Alors, qu'est-ce que nous faisons en fait? Eh bien, ce visage, vous voyez qu'il est, il est petit, donc c'est comme si c'était un masque en caoutchouc en fait. On le prend, on l'étire parce qu'il est trop petit, on le retourne puisqu'il est à l'envers et on le ramène ici au centre. Et on prétend être ce visage. Mais quelle folie! C'est incroyable de faire ça. Parce que ce visage, vous voyez, ce visage, il est là dehors, il n'est pas au centre, il est à la périphérie. Il est mon apparence, pas ce que je suis. Et donc maintenant, quand nous regardons les miroirs, quand nous regardons notre apparence dans le miroir, au lieu de dire bah, là-bas c'est moi, nous pouvons dire là-bas ça n'est pas moi, ça n'est pas ce que je suis, c'est ce que je parais être, en effet, à une certaine distance. Et ce que je parais être, et c'est ce visage. Mais par chance, ça n'est pas moi. Ici au centre, je suis libre de ce visage. Et d'ailleurs, pour reparler des petits-enfants, les bébés vraiment, hein, jusqu'à 2 ans, 3 ans, je l'ai vu d'ailleurs chez mes propres enfants, les enfants ne se disent pas qu'ils sont ce visage. Ils sont pure ouverture, pure ouverture. Ils vous donnent leur apparence, mais ils ne prétendent pas être cette apparence. Ils sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus naturels, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus libres que nous, qui nous enfermons dans cette petite boîte, dans cette petite apparence, ce qui est une catastrophique illusion. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de vivre
exactement comme un enfant. Mais il s'agit de faire la différence entre l'apparence et l'essence. Là-bas, c'est ce que je parais être aux autres, et c'est précieux, je vais en prendre soin. Ici, c'est ce que je suis pour moi-même. On pourrait dire, là-bas, c'est mon identité publique, puisque c'est ce que les autres voient de moi. Ici, c'est mon identité privée. C'est ce que je suis vraiment, vraiment à 0 cm de distance. Et ce visage, il est, on peut dire, une expression de ce que je suis. Une expression, parmi toutes les autres. Et donc, Douglas Harding avait cette formule magnifique, il disait, finalement, la voie spirituelle, c'est une voie de 1 mètre, puisqu'il s'agit d'aller de la périphérie jusqu'au centre. Il s'agit de revenir au centre, il s'agit de retrouver ses esprits, de revenir à une manière naturelle de vivre, et non plus de se prendre pour ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme dans le miroir qui vieillit chaque jour et qui bientôt disparaîtra. Mais est-ce que cet espace clair, cet espace transparent, cet espace sans limite disparaîtra? Je pense qu'il est immuable. Voilà, donc maintenant, nous pouvons utiliser notre miroir, non plus comme un instrument d'illusion et d'endormissement, mais comme un instrument d'éveil. C'est-à-dire que nous pouvons voir que notre apparence est là et que notre véritable nature est ici. Là est notre apparence, là est la forme, la couleur, le temps, les limites. Et ici, nous découvrons ce qui n'a pas de temps, pas de limite, pas de couleur. Ce n'est pas un effort à faire, c'est juste une question d'attention. Il s'agit simplement de ramener son attention, en quelque sorte, de l'apparence dans le miroir jusqu'à, ici, la source, jusqu'à ce à partir de quoi le visage est vu. Et donc, cette pratique, on peut la faire tout le temps, puisque nous voyons des miroirs très souvent. Et au bout d'un moment, on n'a plus besoin de miroir, bien sûr, pour revenir ici à la source. Et vivre à partir de cet espace éveillé, clair, sans limite, sans forme, sans âge, et qui devient toute forme, y compris ce visage, vivre à partir de qui on est vraiment, mais c'est une liberté incroyable. Sartre a raison, quand on s'identifie à ce visage, l'enfer c'est les autres, mais quand on vit à partir de cette source, alors l'autre et tout ce qui apparaît, c'est plutôt une voie d'entrée au paradis, c'est-à-dire à qui nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Et on peut même voir que les yeux finalement les yeux là-bas pointent eux aussi vers l'espace clair qui est là. Alors voilà, donc c'était l'expérience du miroir. Je le répète, voici notre identité publique, notre identité sociale, qu'il s'agit de prendre en compte, bien sûr, et voici notre identité privée, ce que nous sommes vraiment, vraiment à 0 cm de distance. Voilà. Deuxième petit exercice de José Leroy concernant le visage originel. Voilà, donc je me suis mis dans le jardin pour que ce soit plus agréable pour faire cet exercice. Donc l'exercice s'appelle le visage originel, voir son visage originel. On peut l'appeler aussi, et Douglas l'appelait comme ça, revêtir l'espace. Et c'est un exercice qui vient directement des ateliers de Douglas Harding, si je puis dire. Alors, bon, donc on va partager ensemble un exercice, donc il faut vraiment le faire. Hein. Si vous me regardez le faire, ça ne donnera rien. Alors, voici en quoi ça consiste. Donc, je vous demande de tendre vos 2 bras comme ceci, vos 2 mains. Voilà. Comme si vous teniez un bout d'espace entre vos deux mains. Effectivement, vous avez entre vos 2 poings un bout d'espace. Entre vos 2 mains, c'est vide, vous voyez. Il n'y a pas de couleur, pas de forme, il n'y a pas d'âge non plus. Et cet espace, eh bien, il accueille tout ce qui se présente. Hein. Il accueille ce que vous avez devant vous. Je ne sais pas si c'est
la pièce de votre bureau par exemple, ou de votre chambre, ou de votre salon. Bon, moi j'accueille ici le jardin, donc voilà, bougez comme ça vos deux mains, et vous voyez que l'espace, il accueille absolument tout ce qui se présente. C'est un espace complètement inclusif, vous voyez, il ne dit non à rien, il n'a pas de préférence, il dit oui à tout. Il accepte toutes les couleurs, pour moi le vert, le bleu, le marron, il accepte toutes les formes, c'est un oui inconditionnel, un oui inconditionnel. Alors, vous voyez aussi que cet espace, en même temps, il est accueil pour tout ce qui se présente. Cet espace, il est en même temps plein. Il est plein de tout ce qui se présente. Il est plein de la pièce, il est plein, pour moi, du jardin. Donc cet espace, il est à la fois vide et plein. Vous voyez ? Il est vide, transparent, et en même temps, eh bien, il est rempli de toutes les formes, de toutes les couleurs qui se présentent. Et moi, j'ai la chance là d'accueillir le jardin entre mes deux mains. Pour l'instant, cet espace, il est un peu loin de vous, il est à bout de bras, il est à 1 mètre. Et alors, on va le ramener, et puis il n'est pas conscient, hein, c'est un espace qui n'est pas éveillé pour l'instant. Alors, je vous demande de le ramener sur vous, doucement. Donc, ramenez les deux mains vers vous. Et vous voyez que l'espace entre les deux mains s'agrandit. Il y a de plus en plus de choses qui apparaissent entre vos deux mains. Hein. C'est comme si vous entriez dans une fenêtre et ramenez complètement l'espace sur vous, jusqu'à ce que vos deux mains disparaissent dans la vacuité, jusqu'à ce que vos mains disparaissent. Voilà. Là maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes devenu l'espace, que vous êtes devenu cet espace éveillé, sans forme et transparent, et sans âge. Puis maintenant, faites réapparaître les deux mains de la vacuité. Et vous voyez que les deux mains maintenant apparaissent dans l'espace. L'espace n'est plus simplement entre les mains, l'espace est tout ce qui est et tout ce que vous êtes, et vos deux bras sortent du vide en fait. Vos deux bras apparaissent dans l'espace. Vous voyez, donc ça c'est un exercice très simple qui consiste en effet à revêtir l'espace, à voir le visage originel. Alors, on peut peut-être le refaire. Donc voilà, à bout de bras, j'ai un petit bout d'espace. C'est transparent, c'est clair, c'est vide, sans forme, sans caractéristiques, sans âge. Et je ramène cet espace vers le centre, vers ce que je suis, et à un moment donné, je deviens cet espace, je deviens ce visage originel. Et vous voyez que ce à partir de quoi maintenant le monde est vu, c'est une immense ouverture. Hein, vous pouvez essayer comme ça d'embrasser l'ouverture à travers vos deux mains et vos deux bras, et vous avez tout ce qui est devant vous. Alors moi en plus, j'ai ce jardin et le ciel. Alors je vais vous montrer comment ça se passe à partir de la première personne. Ce qu'on voit en tant que première personne et ce que vous avez vu maintenant. Voilà maintenant le point de vue du visage originel, le point de vue de la première personne. Vous voyez, vous avez entre vos deux mains un bout d'espace qui est vide et qui accueille en même temps ce qui se donne à vous. Donc moi, vous voyez, c'est le jardin. Et cet espace, il est sans couleur, sans forme, sans âge, transparent, et il accueille tout ce qui se présente. Maintenant, vous rapprochez cet espace de vous. Vous voyez qu'entre les deux mains, il y a de plus en plus de choses, et puis à un moment donné, les deux mains disparaissent dans la vacuité, et vous devenez tout ce qui est, vous devenez l'espace dans lequel tout apparaît. Et voilà le visage originel. Le visage originel, c'est ce que je pointe du doigt ici. C'est cet espace clair dans lequel le monde apparaît. C'est l'espace à partir duquel, en ce moment, vous regardez le monde. Donc je peux refaire l'expérience, c'est très, très simple, et c'est vraiment une libération. Pour moi, c'est comme une douche de transparence. Donc voilà, voici les mains qui tiennent un bout d'espace, et je vais revêtir l'espace. Voilà, maintenant je suis devenu à la fois l'espace et le monde qui apparaît. Il n'y a pas de dualité entre le vide ici et la forme. Il y a unité entre la conscience, si vous voulez, la conscience et le monde. Et donc quand nous nous sentons parfois prisonniers du petit personnage, quand nous nous identifions au visage acquis,
eh bien, il est tout à fait possible, grâce à cet exercice, de revenir à l'espace, de revenir au visage originel. Et vous vous souvenez de ce que disait Wineng, hein, si tu ne penses en ce moment ni au bien ni au mal, eh bien, quel est ton visage originel? Eh bien, nous venons de le découvrir. C'est cette clarté, cette claire lumière dans laquelle le monde apparaît. Donc le génie de Douglas Harding, ça a été si vous voulez, de rendre ces enseignements anciens et profonds et sacrés, de les rendre très très concrets avec des petits exercices de ce genre. Et aussi ce doigt qui pointe vers l'espace, vers le visage originel. Et je peux même faire apparaître mon visage acquis, le visage de José là-bas, au sein de mon visage originel. Vous voyez que le visage originel, il est très très différent du visage acquis. Le visage acquis là-bas, il a un âge, ça se voit. Il a des formes, il a des couleurs. Bref, il a toutes des caractéristiques des choses. Mais le visage originel, à partir duquel ce visage acquis est vu, ce visage originel, lui, il est très différent. Il est sans âge, sans couleur, sans forme, transparent. Ni il ne naît, ni il ne meurt. Voilà, donc la pratique du visage originel, c'est revenir encore et encore à cette clarté, à cette transparence, à partir de laquelle en ce moment vous regardez cet écran. Et c'est très simple, c'est très concret. Et c'est très profond. C'est au cœur de l'enseignement de beaucoup de traditions. C'est au cœur, par exemple, de l'enseignement du bouddhisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de Wineng et je voudrais parler aussi de Dogen. Dogen est un maître bouddhiste japonais, philosophe japonais, un des philosophes les plus importants du Japon. Il est le fondateur du Zen Soto. Hein, il a vécu au XIIIe siècle. Voici ce qu'il dit. Il parle beaucoup du visage originel. J'ai pris dans le livre, j'ai donné plusieurs exemples, je vous en lis un ici. Vous devez en conséquence abandonner une pratique fondée sur la compréhension intellectuelle, courant après les mots et vous en tenant à la lettre. Vous devez apprendre le demi-tour qui dirige la lumière vers l'intérieur pour illuminer votre véritable nature. Le corps et l'âme d'eux-mêmes s'effaceront et votre visage originel apparaîtra. Si vous voulez atteindre l'éveil, vous devez pratiquer l'éveil sans tarder. Alors, vous voyez, Dogen nous dit ici que ça ne sert à rien finalement de perdre son temps à lire des livres. Ce n'est pas dans les mots et dans les livres qu'on va découvrir notre vraie nature. C'est en pratiquant le demi-tour. Vous voyez, le demi-tour, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est retourner la flèche de son attention de 180 degrés. C'est-à-dire retourner votre attention vers là, vers l'ouverture, vers la vacuité. Et quand on opère ce renversement, eh bien, on découvre en effet son visage originel. Cette grande ouverture, qui est comme une fenêtre en fait, hein, à partir de laquelle le monde est vu, très simplement. Alors ce visage originel, il est présent, je vous l'ai dit, dans le bouddhisme tibétain, notamment dans le Dzogchen, qui est une voie directe d'accès à sa vraie nature, très proche finalement de la vision sans tête de Douglas Harding. Par exemple, dans le livre, j'ai donné plein d'exemples de maîtres tibétains, mais par exemple celui-ci probablement un des plus grands maîtres tibétains du XIVe siècle, qui s'appelait Longshengpa. Longshengpa parlait beaucoup du visage originel, où il parlait aussi du visage naturel, ou du visage de Rigpa, Rigpa étant le nom pour désigner ce que nous sommes vraiment, ou bien encore il parlait du visage immaculé. Donc voici une citation de Longshengpa, qui dit ceci: « Cet espace est l'essence de la conscience auto-surgissante, le sol de la spontanéité, de la présence pure et totale. C'est le champ immuable de la réalité, la lumière claire de la nature de l'esprit, le visage originel de la perfection naturelle. Rigpa pur est notre visage originel de conscience où les phénomènes apparaissent comme des reflets vides sur la surface d'un miroir. » Vous voyez que nous sommes ce visage originel dans lequel eh bien, tous les phénomènes apparaissent comme des reflets à la surface d'un miroir. Et en fait, on peut même dire comme Wineng qu'il n'y a pas de miroir puisque c'est complètement vide. Voilà, et puis il y a beaucoup d'autres exemples de maîtres tibétains ou de maîtres bouddhistes contemporains qui évoquent ce visage originel.
Mais peu importe les textes en fait, puisque l'essentiel c'est qu'on puisse se découvrir par nous-mêmes. Et je crois que c'est maintenant tout à fait possible et simple grâce à ce petit exercice, hein, je vous le rappelle, ramener ici l'espace, revêtir l'espace, ou bien encore une fois en pointant dans cette direction, en pointant dans cette ouverture. Voilà. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention et puis à bientôt. Troisième et dernière partie, c'est Au-delà du miroir avec Émilie de Sartigues sur l'antenne d'IDFM où cette infirmière va nous parler de la technique du miroir. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la technique du miroir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette technique que j'ai trouvée dans un livre, c'est pas un secret, ça s'appelle La magie de croire. C'est d'ailleurs un livre que je vous recommande. C'est pas un livre qui a été écrit maintenant, mais je pense qu'il y a des livres comme ça qui ont des vérités, qui contiennent des vérités éternelles. Alors la technique du miroir, qu'est-ce que c'est? Pour en parler de façon générale, moi ce qui m'a frappé, c'est l'introduction sur la technique du miroir. L'auteur parle d'un homme d'affaires, je pense négociant en vin, qui avait invité des gens chez lui pour justement faire une dégustation et dans le but de faire des affaires. Et bon, il avait trop consommé, disons les choses telles qu'elles sont, entraîné par l'ambiance, etc. Et à un moment donné, il est sorti de table et il est monté dans sa chambre. Et évidemment, si ça vous est raconté, c'est parce qu'il y a eu un témoin discret. Et il s'est mis devant son miroir, il s'est redressé comme il pouvait, et il s'est adressé à lui-même dans le miroir, en se regardant dans les yeux, en disant son prénom. Bon, ça n'est pas moi, ça n'est pas moi. Ils ont voulu t'avoir, ils ont voulu te faire boire, t'enivrer, mais toi, tu es sobre. Tu n'es pas enivré. Toi, tu es sobre. Bon, moi, je suis sobre, etc. Et il s'est parlé dans le miroir de cette façon jusqu'à ce qu'il réussisse à se redresser devant le miroir, à se tenir debout avec les signes d'ébriété qui disparaissaient. Et il est redescendu parmi ses invités, totalement en contrôle de lui-même. Ça a donc pris 5 à 10 minutes. Et vous vous en doutez, quelqu'un qui est bien intoxiqué par l'alcool, c'est pas en 5 ou 10 minutes que ça va se disperser. Donc il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il a parlé à son subconscient, à sa partie, vous l'appelez comme vous voulez, son subconscient, son moi supérieur, sa partie d'énergie universelle, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler selon votre feeling à vous. Mais il lui a parlé à cette partie-là qui est plus grande que lui, en lui. Et cette partie-là qui est plus grande que lui et qui a effectivement plus de savoir, plus de pouvoir, l'a amené dans l'état que lui a demandé, c'est-à-dire l'a ramené là où il voulait être. Il a fait une demande par l'intermédiaire du miroir à cette partie plus grande que lui. Et cette partie plus grande que lui a répondu. Il s'est adressé directement à elle. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la même méthode. Hein? Ça marche pour une personne, ça a marché pour plein d'autres personnes qui l'ont expérimenté. Donc, l'utilisation de cette technique, en fait, du miroir, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir pourquoi? De la même façon que la personne que je vous ai décrite, vous pouvez vous en servir pour dépasser une situation qui vous déplaît. Alors n'oubliez pas une chose importante que j'ai dit avant. La situation qui vous déplaît, ça n'est pas vous. Ça peut être quelque chose que vous avez cru, qu'on vous a dit que vous avez cru, mais ça n'est pas
vous au fond de vous. Ça n'est pas votre partie la plus grande, ça n'est pas la partie de vous qui peut aller chercher l'information très loin, qui peut aller chercher sa vérité. Donc ça, c'est le premier point. Si vous êtes, je sais pas, déprimé, en but à quelque chose de très matérialiste, etc., et vous ne trouvez pas la solution, ça n'est pas votre vrai moi. Il y a une partie en vous qui peut dépasser et trouver la solution. Ça n'est pas un miracle. C'est aller chercher votre vrai moi, aller collaborer avec votre vrai moi. Le miroir, qu'est-ce que ça va être? Ça va être refaire votre lien, l'image qui est en face de vous. Vous vous adressez à votre grand moi, votre vrai moi, et vous faites ce lien directement avec lui. C'est pour ça que cette technique est si puissante, parce que vous vous harmonisez et vous affirmez, vous demandez directement, donc c'est une affirmation positive, ce que vous voulez. Okay? Donc c'est évident que je vous déconseille d'utiliser des mots comme des mots très négatifs. Ok? Vous pouvez effectivement, comme ce monsieur, dire ça n'est pas moi, ça n'est pas moi. Des personnes ont voulu m'entraîner, mais moi je suis autre chose. Vous pouvez vous servir de ça aussi dans vos affaires, dans votre entreprise. Bon, si vous faites comme moi, je fais du marketing sur Internet, il y a une très bonne technique, une très bonne habitude à prendre. Votre argumentaire, ce que vous allez dire aux gens, mettez-vous devant votre miroir et dites-vous ce que vous diriez à quelqu'un d'autre. Si vous n'aimez pas ce que vous dites, si vous ne croyez pas à ce que vous dites, si vous ne vous sentez pas sincère, si vous dites mon Dieu, non, c'est pas vraiment ça, eh bien, il va falloir vous réajuster. Il va falloir recommencer jusqu'à ce que vous trouviez les bons mots pour vous-même. En réalité, votre grand moi vous répond par l'intermédiaire de ce que vous ressentez ou du malaise que vous ressentez. Il vous répond pour vous dire si vous êtes sincère, si vous souciez vraiment de l'autre, de vous-même, mais d'une façon honnête et sincère. Parce que votre moi supérieur, votre inconscient, subconscient, lui, il est pur. Il n'a aucun intérêt à ce que vous soyez faux ou manipulateur ou autre chose. Donc si vous voulez avoir des relations authentiques dans votre marketing, avec les personnes avec qui vous rentrez en contact, à qui vous voulez offrir quelque chose, alors faites-le devant le miroir jusqu'à ce que vous sentiez votre authenticité, jusqu'à que vous sentiez que cela vient de vous et que vous voulez réellement offrir quelque chose à l'autre et à vous-même, mais offrir quelque chose à l'autre personne qui va lui permettre de grandir et de se développer. Alors, juste un petit truc technique, en fait. Comment faire? Le conseil que je vous donne, c'est de choisir un grand miroir, ok? Un miroir qui vous permet de voir votre buste ou plus. Vous tenir devant votre miroir effectivement bien droit, hein? Bon, donc vous vous redressez, les épaules bien droites et les pieds bien ancrés dans le sol, c'est-à-dire que vous prenez une attitude non pas de victime, mais vous commencez par prendre une attitude de gagnant, mais aussi une attitude ouverte ici. Votre chakra qui vous dit la vérité, qui sent vos émotions, qui les transmet. Si vous dégagez, il est ouvert. Et vous allez communiquer beaucoup mieux de cette façon avec votre moi supérieur, on va dire. N'oubliez pas une chose,
Les yeux, pas une croyance populaire, mais presque un dicton populaire. Les yeux sont le miroir de l'âme. Alors, regardez-vous dans les yeux. Regardez ce que vos yeux vous disent. Parce que dans vos yeux, quand vous allez communiquer avec d'autres personnes, il va passer aussi énormément de messages. Donc, regardez vos yeux. Et vos yeux vont s'habituer à passer leurs messages, à participer. Et inconsciemment, les autres personnes, de toute façon, captent votre langage non verbal, mais ils captent aussi ce que vos yeux disent. Vos yeux en disent autant que votre bouche. Alors, quand vous faites cet exercice, c'est un exercice visuel. Donc, n'oubliez pas de regarder votre outil visuel, vos yeux. Vos yeux vont parler eux aussi. Alors, je vous souhaite une bonne pratique. Pratiquez-le plusieurs jours de suite. Faites-en un rituel. Pourquoi pas? Faites-en une habitude, une habitude pour vous conditionner, pour vous centrer, pour décider vers quoi vous partez et pour retrouver à chaque fois votre authenticité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite une bonne pratique. Et puis, si vous voulez me dire ce que ça vous donne comme résultat, ce que vous obtenez avec cette technique-là, ce que ça vous permet de développer, comment vous grandissez, eh bien, vous pouvez me laisser des commentaires. Je répondrai. Et vous êtes bienvenus pour partager aussi vos trucs, vos astuces, vos améliorations et vos expériences. Merci et je vous souhaite une très bonne, je dirais fin de soirée, puisque ici c'est la fin de soirée. Voilà, à la prochaine fois. J'espère que cette émission aura retenu votre attention. Je vous remercie de votre écoute, vous souhaite un bel été. Les 2 vidéos que vous pourrez retrouver sont sur la chaîne de José Leroy. José Leroy en 2 mots avec un Y, L-E plus loin, R-O-Y. L'une s'appelle Voir son visage originel. La seconde, l'expérience du miroir. Toujours chez José Leroy. Ensuite Émilie de Sartige, S-A-R-T-I-G-E-S et la technique du miroir.